Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui parler dans cette vidéo d'un sujet sur lequel vous me posez énormément de questions. Vous le savez sûrement si vous me suivez déjà, je suis frugaliste, mon conjoint aussi, on est dans cette démarche depuis des années. On a mis en place pas mal de choses dans notre vie pour atteindre ces objectifs-là. Actuellement, on est sur un défi de mettre 100 000 € de côté en 3 ans. Je vous avais fait une vidéo récap pour voir où on en était à mi-parcours. Et j'avais envie d'aborder aujourd'hui ces 10 choses essentielles à prendre en compte lorsque l'on veut devenir frugaliste, lorsque l'on s'y intéresse, si on veut mettre en place certaines choses dans notre vie, etc. Donc c'est parti, déjà un petit rappel des définitions. En tout cas la définition que moi je suis pour le frugalisme, c'est le fait que c'est un mode de vie qui consiste à mettre pas mal d'argent de côté, à vivre bien en dessous de ses moyens pour pouvoir mieux profiter de cet argent plus tard, que ce soit en travaillant moins, en arrêtant de travailler ou pour d'autres projets. Ce n'est pas le fait de vouloir accumuler le plus d'argent possible sans but derrière juste pour être très riche et ne rien dépenser, c'est vraiment le fait de viser une liberté financière par cet argent et donc de mettre en place des stratégies pour y arriver. Le premier point, ça va être de définir son objectif. On peut avoir plusieurs objectifs aussi, mais est-ce que par exemple on veut pouvoir améliorer son train de vie plus tard? Est-ce que l'on veut arrêter de travailler tout en gagnant très bien sa vie? Est-ce que l'on veut arrêter de travailler en vivant plutôt modestement? Est-ce que l'on veut pouvoir passer à mi-temps par exemple sans être précaire? Finalement, j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient des démarches qui peuvent ressembler à ça dans leur vie sans forcément se dire frugaliste. J'avais un propriétaire par exemple, lorsqu'on louait un appartement avec mon conjoint il y a quelques années, il était infirmier libéral, il travaillait énormément et il avait investi dans l'immobilier à Aix-en-Provence. Il avait acheté un petit immeuble qu'il avait totalement retapé. Quand je dis un immeuble, c'était vraiment 3 appartements de 30 mètres carrés et qu'il louait en fait, et pour l'instant il gagnait pas vraiment d'argent avec, il remboursait juste une très grande partie de son crédit, mais le but pour lui c'était de pouvoir moins travailler plus tard, de pouvoir léguer quelque chose à sa fille, etc., de pouvoir éventuellement héberger sa fille pendant ses études. C'était vraiment ce type d'objectif, c'était pas forcément le fait de devenir l'homme le plus riche du monde, c'était surtout de se mettre à l'abri, d'avoir une garantie au cas où il avait envie de moins travailler parce qu'il travaillait énormément, et de profiter de sa capacité à gagner de l'argent actuellement pour obtenir ce crédit immobilier. Mais on peut parfois aussi utiliser le fait d'actuellement bien gagner sa vie pour mettre pas mal d'argent de côté. On peut utiliser le fait qu'on a plus de force aujourd'hui pour travailler plus par rapport à plus tard. Enfin voilà, il y a différentes manières de le faire. Aux États-Unis, quand on désigne le frugalisme, on va plutôt utiliser le terme FIRE. C'est la contraction en anglais, en gros, de devenir financièrement indépendant et de pouvoir prendre sa retraite en anticipé. Donc généralement, ça va être des personnes qui ont un objectif de retraite par exemple à 40 ou 50 ans. Alors ça dépend de notre âge, ça dépend aussi du système de retraite dans le pays dans lequel on est, mais parfois ça va pouvoir être voilà, vraiment de pouvoir être à la retraite très en avance, mais il y a différentes manières de le faire. Aux États-Unis par exemple, il va y avoir la problématique de la mutuelle qui est souvent prise en charge ou en grande partie prise en charge quand on travaille dans une entreprise, et quand on arrête de travailler, il faut vraiment pouvoir trouver un moyen de payer cette mutuelle. Donc il y en a par exemple qui vont avoir pour objectif de travailler beaucoup moins ou de travailler sur leur propre projet tout en travaillant un jour par semaine à Starbucks par exemple. C'est quelque chose qui est devenu le Barista Fire, parce que je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y avait le côté où à Starbucks, même si on travaillait pas beaucoup là-bas, on avait la mutuelle 100% prise en charge. Donc il y a vraiment différentes formes de frugalisme, c'est pas forcément le fait d'arrêter de travailler tout court. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a défini ses objectifs, c'est bien d'avoir une motivation avec des objectifs sur le long terme, mais aussi sur le court terme, puisque ça peut permettre de cocher des étapes, de se rendre compte de l'avancement, parce que ça peut être vraiment très frustrant de se dire on fait tout ça pour dans 25 ans par exemple. Ça peut être démoralisant, alors que si on se fixe des petites étapes sur le court terme qui sont pas forcément infranchissables, ça peut commencer par des petits pas. Ça peut être si on part d'une situation où actuellement on est à découvert, on a des crédits à la consommation, etc. Ça peut être déjà de se dire bah voilà, d'ici 3 ans je veux avoir une situation financière qui est saine et avoir remboursé mes crédits conso, que ce soit par l'effet boule de neige où on commence par rembourser le plus petit intégralement puis petit à petit on rembourse les autres. Ça peut être de recouvrir son découvert. Il faut pas se démoraliser si on n'arrive pas à tout changer en 3 mois. C'est vraiment un marathon, ça se fait sur le long terme, c'est pas grave si tout ne change pas du jour au lendemain. Et c'est souvent comme ça qu'on obtient des résultats en fait. C'est pas tout ou rien maintenant, on donne tout, on essaie de tout avoir dans 1 an et si on l'a pas, on abandonne. C'est vraiment se mettre des petits objectifs atteignables et petit à petit mettre potentiellement la barre plus haut si on arrive à remplir ces petits objectifs.
Le troisième point qui va être vraiment essentiel, c'est qu'il faut connaître son budget et bien le connaître, pas juste avoir une idée approximative, il faut éplucher ses relevés de compte. Peut-être que c'est quelque chose qui prendra plusieurs heures, voilà, mais c'est quelque chose qui peut tellement nous apporter sur le long terme. C'est quelques heures qui sont pas forcément les plus agréables, même si moi je vous recommande au quotidien de checker de temps en temps vos comptes parce que c'est bien d'avoir un œil dessus. Quand on a tendance à souvent les regarder, on a aussi tendance à moins vouloir dépenser pour plein de choses parce qu'on sait qu'on va le voir en fait sur une ligne de compte et c'est pas forcément agréable quand on est dans nos objectifs de se voir ralenti par certaines choses qui au moment où on les voit sur notre budget peuvent nous paraître superflues. Et donc on regarde par exemple sur un an combien on a vraiment dépensé, si on a tendance à sous-estimer un petit peu son budget électricité, si on a tendance à oublier les imprévus, ça c'est vraiment quelque chose dont je parle dans beaucoup de vidéos, c'est souvent les imprévus qui nous amènent à faire des crédits à la consommation, qui amènent notre budget à vaciller, donc c'est bien de l'anticiper. Ça peut être l'anticiper par exemple en investissant parfois dans de la qualité. J'avais un appartement qu'on louait avec Didier où la propriétaire n'arrêtait pas d'acheter la même marque de frigo, c'était le moins cher du marché, c'était un petit frigo et à chaque fois il claquait pendant l'été et finalement elle devait le racheter chaque année parce que c'était un frigo vraiment mais très bas de gamme et finalement si elle avait acheté un frigo un peu plus cher il aurait peut-être réussi à durer plus longtemps dans le temps. Et après ça, quand on a eu notre propre appartement, qu'on a acheté notre propre frigo, on n'a pas eu de problème en fait. Parfois ce qui coûte moins cher sur le coup va coûter plus cher sur le long terme et ça peut être bien d'investir dans de la meilleure qualité, mais il y a aussi le fait évidemment de garder un budget pour les imprévus parce qu'on a beau tout faire, tout anticiper, tout prévoir, il y aura toujours des choses qui vont dépasser notre budget, des choses auxquelles on pense même pas, mais tout ce que l'on peut savoir c'est que ça risque d'arriver, donc c'est bien d'avoir un budget pour ça. Et au pire, si jamais on a anticipé par exemple de mettre de côté 100 € par mois en se disant si jamais il y a un truc qui lâche, s'il y a la voiture qui a un problème, s'il y a telle ou telle chose, et qu'à la fin de l'année on l'a pas dépensé, bah on le met de côté, c'est pas grave d'avoir épargné plus que prévu, ça pourra servir pour autre chose et si sur le long terme on a vraiment une grosse épargne qui s'est dégagée de ça, et bah tant mieux en fait, ça vient juste gonfler notre épargne. C'est bien aussi de regarder précisément combien on gagne, parfois on a une idée tronquée de ce que l'on gagne, soit on peut oublier des aides, soit on peut compter certaines primes qu'on a quand on travaille mais qu'on n'a pas pendant nos vacances et estimer que notre salaire avec prime c'est notre salaire tout le temps. Il y a aussi le fait que parfois les gens vont compter leur revenu mensuel comme le revenu qui touche tous les mois et considérer par exemple que le 13e mois ils ne le comptent pas dans leur revenu parce qu'à ce moment-là ils l'utilisent pour faire une grosse fête à Noël ou pour payer les vacances ou ce genre de choses et donc ils le sortent de leur budget et ont tendance à ne pas compter ni leurs vacances dans le budget ni leurs revenus. Parfois ça peut être bien d'avoir une idée même si finalement cet argent on considère qu'il ne rentre pas parce qu'il ressort automatiquement. Ça peut être bien de le compter dans nos revenus quand même, de le lisser sur l'année et de voir précisément combien on gagne. Ça peut être mieux pour anticiper nos projets, de la même manière que c'est bien de compter les avantages en nature qu'on va avoir actuellement, pour si jamais on change de travail, on change de région ou ce genre de choses, pouvoir l'anticiper et compter que ce sera pas forcément la même chose. Si par exemple actuellement on a une carte ticket restaurant et que du coup on fait nos courses avec, il y a une partie qu'on paye un peu moins et on peut avoir tendance à sous-estimer le montant de nos courses. Si on est étudiant et que nos parents nous donnent de la nourriture quelques fois dans le mois, ça peut être bien de penser que si on déménage dans une région où on n'est pas à côté de nos parents, ou dès qu'on aura notre premier emploi et qu'on payera nos courses intégralement tout seul ou ce genre de choses, de se dire que ce privilège-là ne sera plus là. Juste connaître son budget, le faire que ce soit sur un tableau Excel, que ce soit sur un livret, faites comme vous voulez sur ça, mais juste avoir une idée de votre budget, c'est quelque chose qui vous fera économiser des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros sur le long terme. Et en fait, ça paraît beaucoup dit comme ça, mais vraiment, je vous jure que ça fait une grosse différence et ça vaut le coup de passer ces quelques heures à éplucher ces relevés de compte, même si c'est pas agréable, à regarder combien on dépense, à s'intéresser à nos habitudes de consommation, ça fait toute la différence. Le quatrième point, et qui est bien évidemment essentiel quand on s'intéresse au frugalisme, c'est d'agir sur ses dépenses. Maintenant que l'on sait combien on dépense en moyenne, ça veut pas dire que c'est comme ça qu'on doit dépenser toujours, on peut voir si on peut agir sur certains postes, si on veut épargner plus, après bien sûr ça va dépendre de nos objectifs, encore une fois. On a tous des objectifs différents. Donc on peut mettre en place des choses plutôt extrêmes, comme par exemple, je vous en avais parlé dans une vidéo où je parlais des choses extrêmes qu'on peut faire dans le frugalisme. Ça veut pas dire qu'il faut les faire, ça veut pas dire que vous devez les faire, mais peut-être qu'il y en a qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là.
Mais par exemple, actuellement vous vivez dans un appartement, vous pouvez prendre un colocataire, ça vous permettra de diminuer votre loyer. C'est pas quelque chose que tout le monde a envie de faire. De la même manière que si vous êtes propriétaire de votre appartement, vous pouvez louer une chambre. Si vous avez une voiture, vous pouvez vendre votre voiture et faire les déplacements en vélo. Ce sera peut-être faisable ou pas du tout, ça c'est à adapter selon la situation de chacun. Après, il y a des choses aussi beaucoup plus accessibles, on va dire, à faire et qui demandent moins de changer de mode de vie, mais qui demanderont quand même des efforts, parce que dans tous les cas, il n'y a pas forcément de changement sans effort derrière. L'une des choses les plus accessibles et qui fait le plus de différence, c'est d'agir sur son budget alimentaire. Si par exemple vous êtes une personne seule qui dépense 300 € par mois en courses, on a souvent tendance à plus dépenser quand on est célibataire que quand on a une famille par personne, et souvent c'est sur ce levier-là qu'on peut beaucoup jouer. Vous pouvez par exemple essayer de passer à 150 € par mois. Ça peut vous paraître très peu, il y en a aussi qui regardent cette vidéo qui font beaucoup moins, qui se diront que ça paraît beaucoup. Mais par exemple dernièrement j'ai posté une semaine de repas à 20 € qui revenait à 21 € tout compris si on comptait l'huile d'olive, etc. Mais vous pouvez très bien vous baser sur ça et augmenter un petit peu. 20 € par semaine, ça fait à peu près 90 € par mois, quelque chose comme ça. Là, 150 €, ça laisserait 60 € de plus pour intégrer des petits luxes. Et par exemple, on l'a vu dans ma vidéo, des fois une marge de 3-4 €, ça permet d'ajouter beaucoup de choses dans une semaine finalement. Donc je dis 150 €, c'est totalement à titre indicatif, mais souvent quand on s'intéresse à son budget alimentaire, qu'on commence à s'intéresser un petit peu à notre manière de manger, au coût par portion de ce que l'on va manger, on n'est pas obligé de tout compter tout le temps. On peut le faire juste une fois et avoir une idée de ce que l'on fait et après suivre de bonnes habitudes. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout compter au quotidien, mais juste se mettre des habitudes comme ça peut aussi nous permettre de conceptualiser l'argent différemment et parfois de ne pas avoir envie de dépenser une grosse somme en se disant mais finalement là j'ai fait beaucoup d'efforts sur mon budget alimentaire pour économiser peut-être 50 ou 100 € par mois. Ça donne peut-être moins envie de dépenser 100 € facilement dans d'autres choses aussi. Et autre chose, c'est d'agir sur certaines dépenses, ça peut être résilier certains abonnements, choisir ce qui est le plus important pour nous et les garder et enlever ce qui est moins important. Ça peut être aussi le fait de négocier ses contrats, ça peut être le fait de passer chez quelqu'un d'autre. Si par exemple on se rend compte qu'on paye super cher pour son forfait de téléphone et que c'est non négociable chez l'opérateur chez qui on est, on peut aller chez un autre opérateur si jamais c'est possible pour nous. Comme d'habitude, c'est pas forcément possible, mais si on peut, ça peut vraiment nous faire économiser des dizaines, des centaines d'euros par an. Et souvent quand on regarde sur des longues durées, c'est là qu'on se rend vraiment compte de l'impact de petits changements à un moment, par exemple juste changer d'opérateur. Parfois on peut passer d'un forfait qui est à 25 € par mois à 10 €, c'est 15 € par mois de différence. Sur 10 ans, ça représente presque 2000 € de différence qu'on n'aura pas dépensé. Le cinquième point, ça va être d'agir sur ses revenus si c'est possible. Je sais que c'est un point sensible et que vraiment ce n'est pas possible pour tout le monde, sinon il y a plein de gens qui le feraient et que c'est plus facile à dire qu'à faire et que ça dépend des situations de chacun. Et je fais pas ce disclaimer pour pas qu'on vienne me critiquer en commentaire, c'est vraiment parce que je ne veux pas que quelqu'un regarde ça et culpabilise en disant bah oui j'aurais juste à augmenter mes revenus mais je sais pas comment faire. Parce que parfois c'est plus compliqué que ça. Faut pas oublier qu'on a la charge mentale, la santé physique, la santé mentale, enfin il y a plein de choses qui vont jouer, il y a nos emplois du temps, il y a les compétences que l'on a, il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que c'est beaucoup plus compliqué que ça d'augmenter ses revenus. Il n'est absolument pas obligatoire d'augmenter ses revenus ou d'avoir de gros revenus pour être frugaliste. Comme je vous le disais, il y a vraiment différents types de frugalisme et finalement souvent ce qu'on recherche avec le frugalisme c'est du temps libre pour plus tard ou pour maintenant, ça dépend. On peut très bien être frugaliste et saisonnier par exemple et choisir de travailler intensément à certains moments puis moins travailler à d'autres moments. Enfin, il y a plein d'autres manières de le faire. Au moment où j'ai beaucoup économisé d'argent pour mes projets, je gagnais 1400 € par mois, j'avais pas vraiment la possibilité de travailler plus et j'ai quand même pu mettre beaucoup d'argent de côté parce que j'ai agi sur d'autres points. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de le préciser. Au niveau des possibilités qui existent, donc il y a bien évidemment le fait de demander une augmentation. Parfois ça va aussi avec le fait d'avoir plus de responsabilités, donc ça ne vient pas qu'avec des côtés positifs de gagner plus d'argent. Parfois il va falloir faire beaucoup plus de choses. Il y a aussi le fait d'essayer de trouver un revenu complémentaire si c'est possible. Par exemple d'ouvrir une auto-entreprise, de donner des cours de piano, de vendre des choses, utiliser les compétences que l'on peut avoir. On peut aussi se former. Par exemple, moi je connais quelqu'un qui a déjà un travail à plein temps et qui a fait son auto-entreprise à côté pour devenir plombier, qui à côté fait du Deliveroo. Ça veut pas dire que c'est enviable, ça veut pas dire que c'est souhaitable, ça veut pas dire qu'il faut faire ça. On n'a pas tous la même quantité de temps libre et d'énergie, mais ce sont des possibilités. Également, bien évidemment, il y a le fait de faire des heures supplémentaires, ce qui n'est pas possible partout et ce qui est fatigant aussi. Vraiment, je veux pas dire ça comme si c'était simple à mettre en place, je sais que ça ne l'est pas et que ça demande des sacrifices qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire.
Il y a aussi le fait, si jamais on est compétent dans ce domaine-là, donc c'est vraiment à une certaine échelle aussi, et selon le budget que l'on a, ça peut être d'acheter un bien pour le rénover et le revendre. Il y a des gens qui ont fait ça, c'était finalement leur levier d'enrichissement, parce qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité d'acheter leur résidence principale, donc qui ont utilisé des compétences qu'ils avaient. Enfin, on peut jouer sur les atouts et on peut jouer sur les avantages que l'on a sur nos compétences, et ça va dépendre. Malheureusement, on peut pas faire quelque chose de général et dire bah si vous voulez devenir frugaliste, achetez des maisons, rénovez-les, revendez-les, parce que ça dépendra en fait de notre personnalité, de notre compétence, de notre forme physique, etc. On peut également louer une chambre chez soi, si par exemple on a une chambre en plus. On peut aussi diviser son logement et le louer comme avec un deuxième logement à côté, dans le respect de la légalité bien évidemment. Mais ce sont des choses qui se font. Je regardais les vidéos d'un frugaliste américain par exemple, c'est ce qu'il a fait, je vous en avais parlé dans mes vidéos des astuces un peu extrêmes que l'on peut mettre en place. Il a acheté une maison que l'on pouvait diviser en 2 logements, il a vécu dans une partie de la maison avec sa famille et dans l'autre partie qui était totalement indépendante, c'était totalement loué et ça finançait une grosse partie de son emprunt immobilier. Et après, avec le fait qu'à ce moment-là il y avait eu beaucoup d'inflation, ça lui a permis de payer très peu de son crédit immobilier de sa poche finalement pendant des années. Mais après, ça impliquait aussi de vivre dans une plus petite surface, de partager quand même son espace, de gérer les problèmes qu'il peut y avoir. Parce que louer, c'est pas forcément sans aucun impact, ça veut dire qu'il faut s'occuper de pas mal de choses, il peut y avoir du stress autour, ce sont des possibilités. Le 6e point, ça va être de réfléchir à ce que l'on va faire avec cette épargne qu'on va commencer à constituer. On n'est pas obligé d'ailleurs de se faire directement une épargne. Comme je parlais dans le cas de notre ancien propriétaire qui a investi dans l'immobilier, c'était pas tellement de l'épargne qu'il avait, c'était plutôt il constituait un patrimoine immobilier en remboursant son crédit tous les mois. Donc voilà, il y a plusieurs manières de le faire. Ce qui est important de prendre en compte, c'est que sur le long terme, il y aura forcément de l'inflation, il faut un petit peu protéger cet argent. Ça veut pas dire qu'il faut être totalement dans l'optique d'optimiser chaque euro que l'on a et de ne rien avoir sur son livret A, etc. Déjà, la première étape, c'est de se faire une épargne de précaution pour ne pas avoir justement à faire un crédit conso, pour ne pas avoir à mettre en difficulté tous nos projets parce qu'à un moment on aura eu un gros imprévu. Donc avoir une épargne de précaution. Au niveau du montant, ça dépend totalement de notre profil, de si l'on a des enfants, de si l'on a des animaux, de si on fait un métier qui permet d'avoir le chômage ou pas, selon si on est salarié ou auto-entrepreneur, etc. Enfin, ce sont des choses à prendre en compte. Je peux pas vous dire de combien vous avez besoin comme épargne de précaution, c'est vraiment variable selon les gens. Et donc après, c'est vous qui voyez, vous pouvez aussi diversifier par exemple. Et il y a énormément de solutions d'épargne qui existent, que ce soit les livrets, les comptes à terme, les PEA, les assurances vie, enfin il y a plein de choses avec des profils plus ou moins risqués. Après bon, il y a plein d'investissements qui existent. Je vais pas les énumérer ici, c'est pas ma spécialité. Moi je suis pas quelqu'un qui conseille les gens sur leur investissement. Je parle de comment gérer notre budget, comment constituer une épargne, etc. Après pour moi c'est vraiment à chacun de voir ce qui lui correspond le mieux et je ne détiens aucune vérité universelle sur ce qu'il faut faire de son argent. Au niveau de ma manière de gérer mon épargne, je vous en ai déjà pas mal parlé, je vous invite à aller voir ma vidéo sur notre objectif de 100 000 € de côté en 3 ans dans laquelle j'ai pas mal détaillé sur ce point-là. Et également ne pas oublier que même si on n'arrive pas à protéger totalement son argent de l'inflation, des fois il vaut mieux avoir cet argent que de ne pas l'avoir quand même. Par exemple, quand j'avais partagé ma première vidéo qui parlait de budget il y a quelques années, on m'avait dit que c'était totalement stupide d'avoir mis autant d'argent de côté parce qu'avec l'inflation, finalement, j'aurais mieux fait de le dépenser. Mais au final, moi j'avais 23 ans, je me retrouvais avec ces 20 000 € que j'avais économisés en 2 ans. Il valait mieux, même si ces 20 000 € valaient un petit peu moins que 2 ans avant, il valait mieux les avoir que de ne pas les avoir. Au moment où j'ai acheté mon premier appartement, il valait mieux avoir cet argent, même s'il avait un petit peu perdu, que de ne pas l'avoir. Et entre temps j'avais placé sur des supports qui n'étaient pas forcément les plus rentables du monde mon argent, ainsi que celui que j'avais épargné avant, il était sur un PEL. Peut-être que ça avait pas un rendement incroyable, à l'époque c'était 2,5%, mais malgré tout sur les 5 ans où j'avais mis une grosse partie de mon argent de côté sur ce PEL, ça m'avait quand même généré 3 000 € d'intérêt qui sont venus s'ajouter au moment où j'ai dû payer mon premier appartement. Ça m'a bien servi en fait, même si c'était pas optimal. Je trouve que le raisonnement de ces personnes qui critiquaient le fait que j'avais mis de l'argent de côté au lieu de me faire plaisir, on n'a qu'une vie, etc. Comme si j'avais pas profité pendant tout ce temps-là, parce que c'est pas tout ou rien en fait. Je préfère avoir eu ces 20 000 € que d'avoir à la fin les tickets de caisse des sorties que j'ai faites pendant 2 ans en me disant au moins j'ai bien protégé tout ça de l'inflation parce que je l'ai dépensé avant
qui est l'inflation, et c'est cool, ça a été bien dépensé quoi. Et bien sûr, si on préfère dépenser son argent, c'est tout à fait notre droit. Je dis pas du tout qu'il faut l'épargner. Je réponds plutôt aux personnes qui parlaient de ma manière de gérer l'argent et de comment j'aurais dû le faire, mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, bien évidemment. Le 7e point, et qui est très important, c'est que le frugalisme ne doit pas passer avant notre santé mentale ou nos valeurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas obligé de tout sacrifier pour ces projets, parce qu'on va pas ne pas vivre du tout pendant 25 ans, si par exemple notre projet est pour dans 25 ans, en se disant à ce moment-là je profiterai. Je suis pas adepte du oui mais si tu meurs demain t'emportes pas ton argent dans la tombe, etc. parce que sinon si on suit ça, pour moi on construit pas de projet parce qu'il faut tout dépenser maintenant parce qu'on sait pas ce qui va arriver demain. Je suis pas pour ce principe là, mais bien évidemment qu'il faut profiter tout au long, il faut garder des soupapes de décompression, des loisirs. Peut-être que aussi au fur et à mesure qu'on arrive à mettre de plus en plus d'argent de côté, on peut relâcher un petit peu la pression sur tout ça et s'accorder plus de loisirs. C'est toujours à étudier, et pareil, ça doit pas passer avant nos valeurs, parce que s'il y a des choses qui sont très importantes pour nous d'un point de vue écologique, sur l'aspect familial, enfin on doit pas tout sacrifier pour ces projets-là, et c'est vraiment important de ne pas avoir de regrets plus tard, ou de ne pas, par exemple, si on a des valeurs écologiques, de ne pas faire quelque chose d'absolument non écologique dans le but de gagner le plus d'argent possible, en se disant oui mais là c'est plus important. Je dis pas qu'il faut être parfait sur tous les points, etc. Mais c'est important de garder en tête nos valeurs. On n'est pas obligé de choisir la manière qui nous fera économiser ou gagner le plus d'argent possible. Il s'agit simplement d'en épargner beaucoup pour nos projets. Et peut-être que ce sera pas le mode le plus optimal, mais qui nous conviendra et qui sera le parfait équilibre pour nous. Le 8e point, c'est qu'un autre investissement sur le long terme qui est très important, c'est notre santé. Prendre soin de sa santé, c'est vraiment quelque chose qui nous aidera plus tard. Que ce soit sur le budget alimentaire par exemple, je vous parlais un petit peu avant de le réduire si c'était possible, ça veut pas dire le réduire au minimum et manger des nouilles instantanées à chaque repas. À chaque fois que je vous poste mes semaines de défis à petit budget, j'essaye de prendre en compte l'équilibre alimentaire. Le but c'est pas que ce soit le moins cher possible et de manger des pâtes à chaque repas. Bien sûr parfois on n'a pas forcément le choix et on fait au mieux, mais en tout cas si on est en train de planifier sur le long terme et qu'on a la possibilité, c'est toujours bien de veiller à l'équilibre dans son assiette, même si parfois ça aura un prix, que parfois ça demandera de prendre des compléments alimentaires, ce genre de choses. C'est important quand même si c'est une dépense alors qu'on aimerait économiser le plus possible, c'est bien de le garder parce que sinon ça nous coûtera plus cher plus tard d'une manière ou d'une autre, que ce soit financièrement, que ce soit en temps, que ce soit en qualité de vie. C'est pas parce qu'on mange équilibré qu'on peut se garantir une santé à toute épreuve, et on n'est pas à 100% responsable de ce qui nous arrive en termes de santé, mais il y a des points sur lesquels on peut déjà mettre les chances de notre côté. Le deuxième aspect sur la santé, c'est bien évidemment de faire du mouvement, que quelque chose qui nous correspond, que ce soit faire du sport, que ce soit marcher, que ce soit voilà juste bouger et éviter d'être sédentaire dans une société où clairement on l'est beaucoup et on est incité à l'être parce que c'est la façon dont on travaille, etc. Essayer de garder du mouvement, c'est un investissement pour sa santé plus tard. Parfois ça peut coûter de l'argent si on s'inscrit dans des clubs de sport, à la salle de sport ou ce genre de choses. Si on achète un vélo, ça coûtera de l'argent, ça ralentira peut-être un tout petit peu les projets d'une manière ou d'une autre. Quoique un vélo ça peut parfois permettre par exemple de ne pas avoir de voiture et de faire des économies et aussi d'être plus écolo. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être comme ça win-win, surtout à part le fait que c'est plus fatigant que d'avoir une voiture. Et par exemple marcher, ça va demander de l'investissement en temps. Si on va marcher tous les jours, etc., bah, c'est un temps qu'on doit prendre. Des fois on a la flemme, des fois on a d'autres choses à faire et on prend ce temps pour aller marcher. Moi c'est quelque chose que je fais beaucoup et en fait bon, c'est génial pour ma santé mentale, déjà ça joue énormément, mais je suis contente aussi de mettre ce mouvement sur le long terme. On sait que intégrer du mouvement dans notre vie, pour notre santé, c'est essentiel pour la manière dont on va vieillir, enfin, etc. C'est tellement important de le maintenir aussi. Et également de garder un bon suivi médical, d'aller régulièrement chez un généraliste, faire de temps en temps une prise de sang, aller à ses rendez-vous de santé, faire un détartrage, ce genre de choses, c'est important, ça peut nous économiser du temps et de l'argent sur le long terme. Et surtout en France, on a la chance que ça ne coûte pas trop cher, ça ne coûte pas rien du tout, hein, ça c'est clair, ça a quand même un coût. Ça a un coût aussi en temps, en organisation, parfois en essence pour aller à ces rendez-vous médicaux. C'est important de faire vraiment au mieux sur ça et d'essayer d'avoir un bon suivi. Si ça fait très longtemps que vous n'êtes pas allé voir votre généraliste ou votre gynéco si vous y allez, ou chez le dentiste, etc., bah ça peut être une bonne idée de reprendre un petit rendez-vous, surtout que en tout cas si vous me regardez et que vous êtes en France, ça n'a pas un coût financier très important. Le 9e point, et qui n'est vraiment pas négligeable, c'est que notre frugalisme, parfois il va devoir s'adapter à notre partenaire de vie. Alors parfois on est exactement dans la même démarche
démarche et c'est génial. Nous on a la chance avec mon conjoint d'être tous les deux d'accord par rapport aux objectifs que l'on a. Ça veut pas dire qu'on a exactement la même vision de la vie, des choses, etc. Mais en tout cas ça se rejoint et ça fait que c'est compatible. Mais parfois ça va être plus compliqué. Parfois on peut avoir envie d'épargner, etc., de construire ce genre de projet et notre partenaire est très dépensier et plutôt dans l'optique de profiter de la vie maintenant. Déjà, ce qui peut être optimal, c'est de communiquer, de voir pourquoi l'un et l'autre a sa vision de l'argent. Ça ne veut pas dire que l'une des visions est mieux que l'autre et on a tous nos raisons en fait de fonctionner comme on le fait avec l'argent. Parfois, on va pouvoir trouver des choses qui vont pouvoir aller dans la même direction. Parfois, ce sera incompatible. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester ensemble. Peut-être que ça demandera de faire les choses différemment. Peut-être qu'il faudra se concentrer sur des projets perso pendant que l'autre se concentre sur ses projets perso. Peut-être que parfois, il faut laisser du temps à l'autre aussi et qu'un jour, il aura peut-être envie de faire comme nous. Enfin, ça dépend sur ça. Il faut vraiment réussir aussi à se mettre à la place de l'autre et demander à l'autre de se mettre à notre place aussi. Et voilà, on trouvera peut-être des solutions. Parfois, on va peut-être devoir aller moins loin que là où on voulait aller. Et ça fait partie des compromis que l'on fait en couple. Donc après, ça dépend de ce que l'on a envie de faire, de comment on voit les choses. Mais c'est vrai qu'on parle pas souvent de ça, ou on parle souvent des couples frugalistes qui ont la même optique. Mais très souvent, on n'a pas forcément la même vision des choses. Et c'est bien d'en discuter. Vraiment, la communication, de toute façon, ça amène toujours tellement de choses et ça peut permettre aussi de se rejoindre à un point qui nous convient. Et le 10e et dernier point, c'est qu'il y a autant de façons d'être frugaliste qu'il y a de personnes qui pratiquent le frugalisme. Et on n'est pas forcément obligé d'être un frugaliste parfait et surtout, c'est important de ne pas se comparer. Déjà parce qu'on a des situations tellement différentes. En termes de budget, on vient pas forcément du même endroit, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes privilèges. Et donc ça sert à rien de se comparer aux autres, de se dire bah voilà, telle personne elle a commencé avant moi donc vraiment elle a de la chance, etc. Moi à côté ce que j'ai fait c'est nul. Ça sert à rien. Vraiment essayez de voir ce que vous allez pouvoir faire à partir de maintenant et pas de comparer avec ce que les autres ont. Et surtout en termes de budget, les gens laissent paraître ce qu'ils ont envie de laisser paraître. Et le niveau où on en est en termes de budget, ça traduit pas le niveau de bonheur qu'on a dans sa vie non plus. Bien sûr que le manque d'argent, c'est pas évident à vivre, etc. C'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'il a une vie meilleure que la vôtre non plus. C'est pas parce que les gens sont plus loin dans leur projet qu'ils n'ont pas d'autres problèmes, etc. Donc vraiment, ne vous comparez pas, faites votre chemin de votre côté. Vous pouvez vous inspirer de ce que vous trouvez inspirant. Vous pouvez aussi vous inspirer des erreurs qu'ont fait d'autres personnes pour ne pas forcément les refaire. C'est à ça que sert le partage. C'est pour ça que c'est important d'avoir moins de tabous autour de l'argent et d'en parler plus librement. Parce que ça permet tout simplement de pouvoir mieux choisir ce que l'on a envie de faire avec son argent et avec ses projets. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que peut-être qu'elle vous aura donné quelques idées. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a servi, n'hésitez pas à me mettre un like, mettre un commentaire, ça m'aide toujours énormément. Si vous ne voulez rien manquer de mes prochains contenus, sachant que sur cette chaîne je poste des vidéos qui parlent de budget, qui parlent d'alimentation, qui parlent aussi de lifestyle, de vie quotidienne, ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. C'est vraiment le meilleur moyen d'être tenu au courant dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez aussi activer les notifications et je sors une vidéo en moyenne tous les 5 jours. En attendant, si vous voulez, on peut se retrouver sur Instagram où je partage quotidiennement en story et j'ai également un podcast qui s'appelle Mûre et Noisette aussi. C'est mon nom sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours. Ciao ciao!